Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter non pas des histoires directement mystérieuses, mais plutôt des personnes. Des gens qui d'extérieur avaient l'apparence d'être comme tout le monde, mais qui finalement, sont tout bonnement plein de mystères. Tout ce que j'aime, j'espère que vous allez découvrir quelques personnalités en ma compagnie. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram. Vous êtes de plus en plus à me rejoindre là-bas et franchement, ça me fait très plaisir de voir vraiment vos noms. Certains m'envoient même des messages, ça me touche vraiment, ça me donne beaucoup de force et ça me fait, je ne vous le cache pas, extrêmement de bien. Je vous embête pas plus avec tout ça, j'espère que vous êtes bien installés et on est parti pour découvrir ensemble cet iceberg des gens mystérieux. D'abord, comme tout iceberg qui se respecte, on va voir ensemble des personnalités qui sont plutôt connues, dont vous avez probablement déjà entendu parler. Ce sera l'occasion de découvrir peut-être ou de redécouvrir l'histoire de personnages très particuliers. Le 7 septembre 1996, à Paradise dans le Nevada, se tenait un combat de boxe opposant Mike Tyson à Bruce Seldon. Parmi les spectateurs figuraient le rappeur américain Tupac Shakur et le producteur Marion Suge Knight. Après le match, une altercation éclata dans le hall de l'hôtel MGM Grand. Tupac se retrouva impliqué dans une confrontation physique avec un membre d'un gang rival nommé Orlando Anderson. Peu après, Tupac, Suge et leur entourage quittèrent les lieux pour se rendre au Luxor Hotel, le temps de se changer avant de participer à un concert caritatif au club 662. Sur la route, alors qu'ils circulaient à bord d'une voiture, un véhicule blanc, une Cadillac, s'approcha par la droite. Depuis la vitre arrière du côté conducteur, un individu abaissa la fenêtre et ouvrit le feu. Tupac fut touché à 4 reprises, Suge reçut une balle de ricochet. Tupac fut transporté d'urgence à l'hôpital. Il succomba à ses blessures 6 jours plus tard. L'auteur des tirs n'a jamais été officiellement identifié. Les soupçons se tournèrent naturellement vers Orlando Anderson en raison de la bagarre survenue peu avant, mais aucun élément tangible ne permit de l'impliquer formellement. Il disposait d'un alibi solide et aucune preuve ne put le placer sur le siège arrière de la Cadillac. Certains témoignages affirmèrent que Tupac et Suge avaient vu le tireur, mais aucun d'eux n'en parla publiquement. Suge déclara simplement avoir entendu quelque chose, mais n'avoir rien vu. 26 ans plus tard, le meurtre de l'un des artistes les plus influents de l'histoire du hip-hop demeure officiellement non résolu. Nikola Tesla est considéré comme l'un des inventeurs les plus brillants de l'histoire moderne. De ses recherches sont nées plusieurs technologies fondamentales de la vie contemporaine, la radio, les courants alternatifs ou encore les principes à la base de la téléphonie sans fil. Tout au long de sa vie, il conçut d'innombrables inventions, dont certaines n'ont jamais été brevetées ou furent perdues avec le temps. Parmi elles, un dispositif capable de provoquer des secousses sismiques dans le bâtiment où il vivait. L'appareil était si puissant que Tesla dut lui-même le détruire avant qu'il ne provoque l'effondrement complet de l'immeuble. Il affirmait que son génie provenait d'exercices de mémoire et de visualisation enseignés par sa mère durant son enfance. Pourtant, ces inventions paraissaient si en avance sur leur époque que beaucoup refusèrent d'y croire. Certains le qualifièrent d'être venu d'ailleurs, convaincus qu'aucun homme ordinaire ne pouvait concevoir des choses aussi incompréhensibles. Contrairement à d'autres scientifiques de son temps, Tesla n'agissait pas pour le profit. Ses créations visaient à résoudre des problèmes, non à générer des revenus. Cette philosophie, noble mais naïve, fut à l'origine de sa ruine. Vieillissant, il s'endetta lourdement. Isolé, il mourut dans sa chambre d'hôtel à New York le 7 janvier 1943 à l'âge de 86 ans. La chambre 3327 qu'il occupait était payée par une compagnie d'électricité qui l'avait sauvé de la faillite des années auparavant. Ainsi s'acheva la vie d'un homme dont les idées dépassaient la compréhension de son siècle et dont une partie des travaux demeure encore aujourd'hui introuvable. Yasuke fut un homme originaire d'Afrique, arrivé au Japon durant la période Tensho au XVIe siècle. Son passé demeure largement inconnu. On ignore de quel pays il venait, qui étaient ses parents ou quel nom il portait avant d'être introduit dans l'archipel. Il accompagna un missionnaire italien, Alessandro Valignano, lors d'un voyage vers la capitale japonaise. C'est là qu'il fut présenté au puissant daimyo Oda Nobunaga. Ce dernier, fasciné par la présence de cet homme à la peau sombre, pensa d'abord qu'il s'agissait d'une supercherie. Il ordonna à ses serviteurs de laver la peau de Yasuke, convaincu qu'elle avait été peinte à l'encre. Il découvrit alors que cette couleur était naturelle.
Au fil du temps, Yasuke apprit la langue japonaise. Nobunaga, impressionné par sa force et sa loyauté, lui donna un nom japonais, Yasuke, et l'éleva au rang de samouraï. Une épée lui fut remise, symbole de sa nouvelle position. Sa mission consistait à protéger Nobunaga, ce qu'il fit jusqu'au jour où le seigneur fut trahi par l'un de ses généraux, Akechi Mitsuhide. En juin 1582, lors de l'incident du temple Onnoji, Nobunaga fut encerclé par ses ennemis. Yasuke se battit à ses côtés jusqu'à la mort du daimyo. Il fut ensuite capturé par les troupes d'Akechi. Cependant, contrairement aux autres, il ne fut pas exécuté. Akechi ordonna qu'il soit remis à une église chrétienne de Kyoto. C'est à partir de ce moment que les traces de Yasuke disparaissent. Nul ne sait ce qu'il advint de lui après cet épisode. Son destin, comme son origine, demeure un mystère. Anastasia Nikolaïevna Romanov naquit le 18 juin 1901 à Saint-Pétersbourg. Elle était la plus jeune fille du tsar Nicolas II, dernier empereur de Russie, et de la tsarine Alexandra Féodorovna. La famille régnante comptait également 3 autres filles, Olga, Tatiana et Maria, ainsi qu'un fils, Alexis, atteint d'hémophilie. Les enfants Romanov grandirent dans un environnement isolé, protégé et marqué par un attachement familial profond. Mais au-delà des murs du palais, le pays s'enfonçait peu à peu dans la misère et la colère. En 1914, la Première Guerre mondiale éclata. La Russie, déjà affaiblie, s'enlisa dans un conflit dévastateur. La population souffrait et la confiance envers le tsar déclinait. En 1917, la révolution russe mit fin à plus de 3 siècles de règne des Romanov. Nicolas II abdiqua et toute la famille fut placée en résidence surveillée. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, à Ekaterinbourg, les Romanov furent exécutés par les bolcheviks. Anastasia avait 17 ans. Mais la mort ne mit pas immédiatement fin à son histoire. Dans les années qui suivirent, des rumeurs persistantes affirmèrent qu'elle avait survécu au massacre. Plusieurs femmes se proclamèrent être Anastasia Romanov, la plus célèbre d'entre elles étant Anna Anderson, dont la ressemblance avec la grande duchesse troubla de nombreux témoins. Pendant des décennies, le doute subsista. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle, grâce à l'analyse ADN, que la vérité fut établie. Les restes retrouvés près d'Ekaterinbourg appartenaient bien à la famille impériale. Anastasia avait péri aux côtés des siens. Son mythe, toutefois, ne s'est jamais éteint. Il persiste à travers les récits, les films et les légendes. Celui d'une princesse disparue, symbole d'un empire effondré et d'une innocence engloutie par l'histoire. Entre le 15 avril et le 4 juin 1989, des milliers d'étudiants chinois se rassemblèrent sur la place Tiananmen à Pékin. Leur objectif, protester contre le gouvernement après la mort de Hu Yaobang, un dirigeant réformateur apprécié pour ses idées favorables à l'ouverture du marché et aux libertés individuelles. En quelques semaines, le mouvement prit une ampleur considérable. Plus de 100 000 étudiants rejoignirent la place, entamant des grèves de la faim et des manifestations pacifiques. Leur détermination attira le soutien de nombreux citoyens, mais aussi la méfiance du pouvoir. Le 20 mai, la loi martiale fut décrétée. Plus de 40 divisions militaires furent déployées à Pékin. Le 4 juin, l'armée reçut l'ordre d'utiliser la force létale. Les soldats ouvrirent le feu sur la foule, causant la mort de milliers de civils en quelques minutes. Malgré les tirs, certains manifestants refusèrent de fuir. C'est alors qu'un homme anonyme, vêtu d'une chemise blanche, se posta seul face à une colonne de chars, dans chaque main un sac de course. Alors que les blindés avançaient, il resta immobile. Quand ils tentèrent de contourner l'obstacle humain, il se déplaça pour leur barrer la route. Cette scène fut capturée par des journalistes occidentaux présents sur place. L'image du tankman, l'homme seul face à la machine militaire, fit le tour du monde. Elle devint le symbole de la résistance à l'autoritarisme et du courage face à la répression. Pourtant, en Chine, la photographie fut immédiatement censurée. Les autorités effacèrent toute trace officielle de l'événement. L'identité du manifestant n'a jamais été confirmée et son destin demeure inconnu. Certains affirment qu'il aurait été exécuté peu après les faits, d'autres qu'il aurait réussi à disparaître. Plus de 30 ans plus tard, nul ne sait ce qu'il est advenu de lui. Son visage, son nom, son histoire, tout a été effacé. Seule demeure cette image, celle d'un homme, seul, qui arrêta un char. James Riddle Offa naquit le 14 février 1913. Il devint au fil des décennies l'une des figures les plus puissantes du syndicalisme américain. Charismatique, autoritaire et redouté, il présida le Teamster Union, la fraternité internationale des chauffeurs routiers, de 1957 à 1971, transformant cette organisation en un empire politique et financier d'une influence considérable.
Sous sa direction, le syndicat atteignit des millions d'adhérents et obtint des avancées sociales majeures. Mais la croissance rapide de son pouvoir attira l'attention du gouvernement et des médias. OFA fut accusé à de multiples reprises de corruption, de détournement de fonds et surtout de liens étroits avec le crime organisé. Des témoignages le reliaient directement à la mafia qui utilisait les caisses du syndicat pour financer ses activités. Malgré plusieurs condamnations, OFA resta un symbole de résistance ouvrière. Libéré de prison en 1971, il tenta de reprendre la tête des Teamsters, mais il trouva sur sa route d'anciens alliés, devenus ennemis. Le 30 juillet 1975, il fut aperçu pour la dernière fois sur le parking d'un restaurant de Bloomfield Township, dans le Michigan. Il devait y rencontrer deux figures du crime organisé, Anthony Gacalone et Anthony Provenzano. Personne ne le revit vivant. Sa disparition déclencha une enquête d'ampleur nationale. Le FBI fouilla entrepôts, forêts, parkings, lacs et même stades sans jamais retrouver son corps. Des théories affirment qu'il aurait été exécuté par la mafia pour l'empêcher de reprendre le pouvoir, d'autres qu'il aurait été enterré dans les fondations d'un bâtiment emblématique ou incinéré dans le plus grand secret. Aucune preuve définitive n'a jamais été découverte. Et près d'un demi-siècle plus tard, l'affaire OFA reste l'une des disparitions les plus célèbres et les plus énigmatiques des États-Unis. Un homme qui contrôlait des milliers de travailleurs, effacé sans laisser la moindre trace. Chaque 19 janvier, date d'anniversaire de la naissance d'Edgar Allan Poe, une silhouette apparaissait dans le cimetière de Baltimore. Toujours la même, un homme vêtu de noir, le visage partiellement dissimulé par un chapeau à large bord et une écharpe blanche. Il venait seul, en pleine nuit, jusqu'à la tombe du célèbre écrivain américain. Là, il déposait 3 roses rouges et une bouteille de cognac. Jamais plus, jamais moins. Les fleurs étaient soigneusement disposées et le cognac versé sur la pierre avant qu'il ne s'éclipse sans un mot. Personne ne l'avait jamais approché ni entendu parler. Ce rituel mystérieux commença dans les années 1940 ou 1950 et se répéta chaque année pendant près de 6 décennies. Les roses étaient supposées représenter Poe, sa femme Virginia et sa belle-mère Maria Clem, les 3 figures féminines qui marquèrent sa vie. Le geste, lui, semblait à la fois une offrande et un serment de fidélité à la mémoire de l'auteur. Des curieux tentaient parfois d'assister à la scène, mais le Poe Toaster parvenait toujours à agir sans être vu. Plus tard, certains affirmaient que la tradition avait été reprise par un successeur plus jeune, désigné par le premier avant sa mort. Mais en 2010, pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, personne ne vint. La tradition s'éteignit sans explication. Ni son visage, ni son nom, ni même ses véritables motivations n'ont jamais été découverts. Était-ce un admirateur, un descendant, un simple inconnu animé par un étrange sens du devoir? On ne le saura jamais. Le Poe Toaster laisse derrière lui l'image d'un homme sans identité, accomplissant un rituel secret pour honorer un écrivain dont l'œuvre elle-même célébrait la beauté du mystère et la fidélité au-delà de la mort. Au milieu du XXe siècle, en France comme en Israël, circulait un homme d'une intelligence rare connu sous un seul nom, Monsieur Chouchani. Personne ne savait d'où il venait, ni même s'il s'agissait de son véritable patronyme. Ses origines, sa nationalité et son âge restaient flous, comme effacés volontairement. Ce que l'on savait en revanche, c'est qu'il enseignait, et que ses élèves comptaient parmi les plus grands penseurs de leur génération, dont Emmanuel Lévinas, futur philosophe de la responsabilité, et Elie Wiesel, l'écrivain rescapé des camps. Chouchani enseignait sans livre, sans méthode apparente. Son savoir semblait illimité. Philosophie, mathématiques, langues anciennes, littérature, religion, il abordait tout avec une profondeur déconcertante, posant des questions plus qu'il ne donnait de réponses. Son style s'apparentait à celui de Socrate. Il défaisait les certitudes, contraignait à penser autrement, épuisait l'esprit pour mieux l'éveiller. Ses cours se tenaient dans les cafés, des chambres d'hôtel, parfois dans la rue. Il vivait modestement, vêtu d'un manteau usé, ne possédant presque rien. Mais tous ceux qui l'ont côtoyé parlaient d'un esprit incandescent, d'un être à la fois génial et déroutant. Autour de sa personne, les rumeurs se sont accumulées. Certains le disaient polyglotte, autodidacte, capable de parler plus de 10 langues. D'autres le croyaient ancien rabbin ou même mystique doté de pouvoirs surnaturels. Aucune de ces affirmations ne fut jamais vérifiée. Chouchani mourut en 1968 à Montevideo, en Uruguay. Sur sa tombe, on peut lire cette épitaphe dictée par Elie Wiesel. Le secret de sa naissance et de sa vie est aussi profond que celui de sa mort. Rien d'autre. Un nom, une pierre et un silence que personne n'a jamais su percer.
En 2008, un document technique apparut sur un forum consacré à la cryptographie. Son auteur se faisait appeler Satoshi Nakamoto. Le texte, intitulé Bitcoin, A Peer-to-Peer Electronic Cash System, décrivait pour la première fois une monnaie numérique fonctionnant sans banque, sans autorité centrale et reposant sur un réseau décentralisé appelé blockchain. Quelques mois plus tard, en janvier 2009, Nakamoto lança le premier bloc de cette chaîne, le Genesis Block, marquant la naissance du Bitcoin. Le principe était révolutionnaire. Chaque transaction vérifiée par les utilisateurs eux-mêmes, sécurisée par des algorithmes et inscrite de manière immuable dans une base de données publique. Satoshi se présentait comme un homme japonais âgé de 37 ans, mais cette affirmation ne fut jamais confirmée. Ni sa nationalité, ni son âge, ni même son existence réelle ne purent être prouvées. Aucune trace officielle, aucune apparition publique. Seulement des échanges écrits, des emails, des messages sur des forums, des instructions techniques d'une précision impressionnante. Pendant 2 ans, il travailla aux côtés d'autres développeurs pour améliorer le protocole. Puis, en 2010, il cessa toute communication. Ses messages s'interrompirent brutalement, sans explication. Depuis, des centaines de théories ont circulé. Certains pensent qu'il s'agit d'un collectif de chercheurs, d'autres d'un seul individu. Plusieurs noms ont été avancés, Dorian Nakamoto, Alphine, Nick Szabo, mais aucune preuve n'a jamais été formelle. Satoshi posséderait environ 1 million de bitcoins jamais dépensés. Une fortune colossale estimée à plusieurs millions de dollars, dormant dans le silence numérique. Personne ne sait où il est, ni s'il est encore en vie. Mais son invention a bouleversé l'économie mondiale. Un système créé par un être que personne n'a jamais vu. Un fondateur sans visage, maître d'une révolution qu'il a déclenchée, puis abandonné sans un mot. Au début des années 2010, un nom commença à circuler dans les profondeurs du web, Dread Pirate Roberts, ou DPR. Un pseudonyme inspiré du personnage du film The Princess Bride qui, selon la légende, se transmettait de main en main, une identité sans véritable porteur. Derrière ce masque numérique se cachait Ross Ulbricht, un jeune américain idéaliste et libertarien convaincu. Il rêvait d'un monde sans contrôle gouvernemental, où les échanges seraient libres et anonymes. Pour y parvenir, il créa Silk Road, la première grande place de marché clandestine du Darknet. Sur Silk Road, on pouvait tout acheter, drogue, armes, faux papiers, services illégaux, le tout payé en bitcoin, la monnaie virtuelle encore méconnue du grand public. Ulbricht se présentait comme un défenseur de la liberté individuelle, persuadé que la morale ne devait pas être dictée par la loi. Mais au fil des années, son utopie se transforma en empire criminel. Dread Pirate Roberts dirigea son site comme un roi invisible. Il recrutait, sanctionnait et faisait appliquer ses règles avec une autorité froide, depuis l'écran de son ordinateur portable. Des millions de dollars circulaient chaque semaine sous son contrôle. En 2013, après une traque numérique de plusieurs années, le FBI parvint à l'arrêter dans une bibliothèque publique de San Francisco. Il fut condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération. Pour ses partisans, Ross Ulbricht est un martyr des libertés numériques, un pionnier visionnaire brisé par le système qu'il voulait défier. Pour ses détracteurs, il est le créateur d'une machine à crime, responsable de milliers de vies ruinées. Quoi qu'il en soit, ce pseudonyme lui a survécu, car sur Internet, un nom n'appartient à personne, et dans l'ombre, il peut toujours être repris par un autre. Dans l'Irlande du XVIe siècle, vivait une femme dont l'histoire tient de la légende, Catherine Fitzgerald, plus connue sous le nom de la comtesse de Desmond. Elle fut mariée à James Fitzgerald, le 14e comte de Desmond, et aurait, selon certaines chroniques, vécu plus de 140 ans. Les récits de l'époque la décrivent comme une femme à l'esprit vif, au maintien digne et d'une santé presque surnaturelle. On raconte qu'elle aurait dansé à la cour du roi Édouard IV, puis rencontré Jacques Ier d'Angleterre, bien plus d'un siècle plus tard, sans paraître avoir vieilli. Les historiens eux-mêmes restent perplexes. Certains documents d'archives mentionnent encore son nom alors que plusieurs générations de sa famille étaient déjà mortes. On disait qu'elle parcourait les rues de Limerick, droite et alerte, s'appuyant sur un simple bâton de bois, son visage ridé mais ses yeux toujours vifs. La légende veut qu'un jour, alors qu'elle se promenait dans son verger, elle ait glissé en cueillant des pommes et que cette chute, non la vieillesse, ait fini par l'emporter. Une mort banale pour une vie qui semblait défier le temps. Selon une autre version, sa longévité provenait d'une source miraculeuse, une fontaine cachée au cœur de ces terres dont elle buvait l'eau chaque matin. Une eau que certaines disaient bénie, d'autres maudite, capable de prolonger la vie, mais non d'empêcher la solitude. Véritable phénomène biologique ou mythe façonné par la mémoire collective, la comtesse de Desmond demeure l'un des symboles les plus étranges
de la longévité humaine. Une femme qui aurait traversé 2 siècles d'histoire avant de disparaître comme un écho, laissant à la postérité le mystère d'un âge que personne n'a jamais pu vérifier. On vient de voir les visages les plus connus du mystère. Maintenant, on va se plonger dans quelque chose d'un peu plus déroutant. Des personnages qui semblent surgir du passé, des êtres dont personne ne connaît réellement l'origine, et même des silhouettes dont on ne sait pas si elles ont réellement existé. Au XVIIIe siècle, dans les cours d'Europe, circulait un homme dont personne ne connaissait véritablement l'origine. Il se faisait appeler le comte de Saint-Germain. Noble, érudit, polyglotte, il maîtrisait la musique, la chimie, la peinture et semblait posséder des connaissances d'une époque à l'autre. Les témoignages de ceux qu'il avait rencontrés concordent sur un point. Il ne vieillissait pas. De Paris à Londres, de Vienne à Saint-Pétersbourg, on prétendait qu'il conservait toujours la même apparence décennies après décennies. Certains disaient même l'avoir connu bien avant sa naissance supposée. Saint-Germain affirmait être né plusieurs siècles auparavant. Il parlait des rois morts comme de vieilles connaissances, citait des événements anciens avec une précision déconcertante. Il se disait chimiste et alchimiste, prétendant avoir découvert le secret de la transmutation des métaux et celui de la longévité. D'autres le décrivaient comme un espion, un manipulateur ou un mystique. Il fréquentait les plus grandes figures de son temps, Louis XV, Voltaire, Casimir de Pologne et même Catherine de Russie. Partout où il allait, il fascinait et inquiétait. Son mode de vie était raffiné, mais nul ne sut jamais d'où provenait sa fortune. Puis, comme il était apparu, il disparut. Officiellement, il serait mort en 1784 en Allemagne. Mais après cette date, des témoins affirmèrent l'avoir revu, encore et encore inchangé. Certains écrits du 19e siècle affirment qu'il aurait été aperçu à Paris, puis à Venise, toujours vêtu de noir, son visage lisse et son regard fixe. Le comte de Saint-Germain devint ainsi une légende d'immortalité. Un homme sans passé certain, sans mort attestée, un esprit traversant les époques, laissant derrière lui la trace d'un savoir interdit et d'un mystère que le temps lui-même n'a jamais pu effacer. Durant la guerre d'indépendance américaine, les États-Unis naissants faisaient face à une armée britannique supérieure en nombre, en expérience et en ressources. Pour contrebalancer cet avantage, George Washington mit en place un réseau d'espionnage secret connu sous le nom de Culper Ring. Ce nom d'agent infiltré transmit des informations cruciales depuis New York, alors occupée par les Anglais. Parmi eux figurait une femme, désignée uniquement par un code agent 355. Son identité réelle demeure inconnue. Les rares documents la mentionnant laissent penser qu'elle appartenait à une famille loyaliste de haut rang, ce qui lui permettait d'approcher les officiers britanniques sans éveiller les soupçons. Grâce à sa position, elle aurait transmis des informations essentielles aux patriotes, notamment celles ayant conduit à la capture de John André, un officier britannique impliqué dans une tentative de trahison majeure, la reddition du Fort West Point. L'arrestation d'André permit de déjouer le complot et d'éviter la perte d'un point stratégique décisif pour l'armée américaine. Peu de temps après, les Britanniques intensifièrent leur traque des espions. Plusieurs membres du réseau furent arrêtés. Agent 355, elle, disparut. Selon certaines sources, elle aurait été capturée et emprisonnée à bord d'un navire-prison britannique où elle serait morte sans avoir à révéler son nom. Aucune trace officielle ne confirma son sort. Son identité, son visage et son rôle exact restent enveloppés d'ombre. Aujourd'hui encore, Agent 355 demeure une énigme, une femme sans nom dont la loyauté silencieuse aurait contribué à changer le cours de l'histoire. En 1066, la bataille de Stamford Bridge marqua la fin de l'ère viking en Angleterre. Ce jour-là, les troupes anglo-saxonnes affrontèrent les envahisseurs venus du nord, menés par le roi Harald Hardrada de Norvège. La confrontation fut sanglante, et les guerriers vikings, pris par surprise, durent battre en retraite. C'est alors qu'un seul homme décida de rester en arrière. Un guerrier viking, armé d'une hache à 2 mains, se posta au centre du pont de bois qui menait à la ligne anglaise. Seul contre une armée entière, il fit face aux soldats qui tentaient de traverser. Les chroniques racontent qu'il abattit au moins 40 hommes, repoussant inlassablement l'ennemi. Aucun ne parvenait à franchir le pont. Sa force, sa technique et sa détermination paraissaient surhumaines. Mais sa résistance prit fin lorsqu'un soldat anglais, dissimulé sous les planches, parvint à le transpercer avec une lance par en dessous. Son nom n'a jamais été connu. Aucun texte ne précise d'où il venait, ni quel destin l'avait conduit à ce dernier combat. Pourtant,
son acte a traversé les siècles. Le guerrier solitaire de Stamford Bridge est devenu une légende, symbole de la bravoure et de la fureur des derniers vikings. Un homme seul, tenant un pont face à une armée entière, dans l'un des derniers éclats de la gloire nordique. À la fin du XIXe siècle, le corps d'une jeune femme fut repêché dans la Seine, à Paris. Aucune trace de violence, aucun signe de lutte. Elle semblait simplement s'être endormie dans l'eau. Au poste de la morgue, les employés furent frappés par la beauté sereine de son visage. Un employé décida d'en conserver l'empreinte, réalisant un masque mortuaire en plâtre. Ce masque allait devenir l'un des visages les plus reproduits du siècle. On l'appela l'inconnu de la Seine. Ses traits étaient fins, son expression paisible, comme figée dans un dernier souffle d'apaisement. Son sourire léger, à la limite de l'énigme, fascina les artistes, écrivains et philosophes d'Europe. Des copies de son visage ornaient les ateliers d'artistes, les vitrines et les salons, et certains voyaient en elle une icône de la beauté tragique, comparable à Ophélie. Mais nul ne sut jamais qui elle était. Pas de signalement, pas de famille venue réclamer le corps, aucune correspondance avec les archives policières. Ironie du sort, un demi-siècle plus tard, ce même visage devint celui de la première poupée de réanimation, utilisée pour enseigner les gestes de premier secours. Le mannequin, baptisé Ressusci Anne, fut moulé à partir du masque de l'inconnu. Ainsi, le visage d'une morte anonyme apprit à des milliers de personnes à sauver des vies. On disait qu'elle avait le sourire de celle qui savait un secret, et que ce secret, elle l'avait emporté avec elle dans le silence du fleuve. Une beauté sans nom, devenue immortelle. Sur les pentes glacées du mont Everest, à plus de 8000 mètres d'altitude, se trouve un corps devenu repère pour les alpinistes. On l'appelle Green Boots, ou parfois Sleeping Beauty, le dormeur. Il repose dans la zone de la mort, cette région où l'air devient trop pauvre en oxygène pour soutenir la vie humaine et où le froid peut tuer en quelques minutes. Le corps gît à demi couché dans une cavité rocheuse, les jambes repliées, les bras serrés contre lui, comme s'il dormait. Ses bottes vert vif, encore intactes, sont visibles depuis la voie d'ascension du versant nord-est, empruntée par la majorité des grimpeurs. C'est de cette couleur singulière que vient son surnom. L'identité de Green Boots n'a jamais été confirmée avec certitude, mais la plupart des chercheurs s'accordent à penser qu'il s'agit de Tsegan Paljor, un alpiniste indien disparu lors de l'expédition de 1996. Pris dans une tempête brutale, lui et ses compagnons perdirent la vie en tentant de redescendre du sommet. En raison des conditions extrêmes et du danger mortel que représente toute tentative de récupération à cette altitude, son corps n'a jamais été déplacé. Il est devenu, au fil des années, un repère macabre sur la route vers le sommet. Les alpinistes le croisent, parfois s'y abritent un instant du vent, puis continuent leur ascension, laissant derrière eux ce témoin figé du prix que certains paient pour atteindre le toit du monde. Green Boots est plus qu'un nom, c'est un avertissement silencieux, rappelant que, là-haut, la montagne ne pardonne jamais. Dans les bois paisibles de la région de Môle, en Suisse, des promeneurs commencèrent au début des années 2010 à signaler la présence d'un individu étrange. On le surnomma rapidement le Loyon. La créature, si c'en était une, portait une cape sombre à capuche, des gants et surtout un masque pâle et sans expression, décrivant un visage figé, presque spectral. Certains témoins évoquèrent une silhouette haute et silencieuse, déambulant lentement entre les arbres, tenant parfois un bâton de marche. L'apparition, bien que jamais agressive, provoquait toujours le même effet. Une peur profonde, instinctive, difficile à expliquer. Les observations se multiplièrent. Des habitants prirent des photos floues. D'autres prétendirent avoir croisé la figure à la tombée du jour. La rumeur enfla. Entre fascination et malaise, était-ce un ermite, un déséquilibré ou un homme fuyant le monde moderne? Personne ne le sut jamais. En 2013, un promeneur découvrit dans la forêt le vêtement emblématique, la cape, le masque et un message. Une note manuscrite laissant entendre que la créature de Môle ne voulait plus effrayer personne et qu'elle quittait ces lieux pour de bon. Depuis, aucune apparition du Loyon n'a été signalée. Son identité reste inconnue, aucun visage, aucun nom. Seulement une silhouette observée par hasard au détour d'un sentier qui a su transformer une simple forêt en un territoire de légende contemporaine. Un être sans histoire, devenu mythe, simplement parce qu'il refusait d'être vu.
Né, dit-on, en 1677 dans la province du Sichuan, en Chine, Li Shengyuan aurait vécu jusqu'à 256 ans. Son existence, à la frontière du mythe et de l'histoire, reste l'un des récits de longévité les plus troublants jamais enregistrés. Maître en médecine traditionnelle chinoise, herboriste et artiste martial, Li aurait commencé dès l'enfance à étudier les plantes médicinales des montagnes. Il pratiquait la méditation, la respiration lente et suivait un régime exclusivement composé de baies de goji, de ginseng et d'herbes rares censées prolonger la vie. Au fil des siècles, il devint une légende vivante. Des récits affirment qu'il aurait eu 24 épouses et plus de 200 descendants. Des fonctionnaires impériaux l'auraient rencontré à plusieurs reprises, le décrivant toujours avec le même visage serein et les mêmes yeux d'enfant vieux. En 1930, un général chinois nommé Yang Sen publia un rapport officiel affirmant que Li Shengyuan avait réellement vécu plus de 2 siècles. Selon les registres impériaux de la dynastie Qing, il aurait déjà été adulte en 1749, invité à la cour de l'empereur bien avant la naissance de plusieurs générations de ses disciples. Lorsque Li mourut en 1933, ceux qui l'avaient côtoyé affirmaient qu'il ne montrait aucun signe de sénilité. Ses dernières paroles, dit-on, furent « J'ai fait tout ce qu'il fallait pour prolonger la vie, il est temps de partir ». Les sceptiques évoquent une confusion entre plusieurs hommes portant le même nom ou une légende exagérée au fil des siècles. Mais en Chine, on continue de raconter que Li Shengyuan découvrit le secret que l'humanité cherche depuis toujours. Non pas celui de ne jamais mourir, mais celui de savoir vivre si longtemps que le monde finit par vous oublier. Au début du XXe siècle, dans la petite ville de Sincota, près de Budapest, un homme apparemment ordinaire vivait seul dans une maison en périphérie. Son nom, Bellakis. Il se disait simple et tanneur, discret, poli, cultivé, mais derrière cette façade tranquille, il cachait l'un des secrets les plus sinistres de l'histoire criminelle hongroise. En 1916, alors que la Première Guerre mondiale battait son plein, Kiss fut déclaré mort au combat. Les autorités décidèrent de réquisitionner sa propriété. C'est alors que les gendarmes découvrirent, dans son jardin, 24 grands barils métalliques hermétiquement scellés. L'homme avait prétendu y stocker de l'essence, mais à l'ouverture du premier, l'odeur révéla l'horreur. Des corps de femmes parfaitement conservés dans l'alcool. Toutes avaient été étranglées ou empoisonnées à l'arsenic, avant que leurs cadavres ne soient méticuleusement placés dans des barils. L'enquête montra que Kiss attirait ses victimes par le biais d'annonces matrimoniales, promettant mariage et stabilité à des femmes isolées ou veuves. Une fois gagné leur confiance, il les tuait, leur volait argent et bijoux, puis dissimulait leur corps. La découverte fit scandale dans toute l'Europe, mais lorsque la police chercha à l'arrêter, Bellakis s'était volatilisé. Des témoins affirmaient l'avoir vu blessé, hospitalisé sous un faux nom, ou même aperçu à New York des années plus tard, travaillant comme concierge dans un immeuble. Chaque fois, il disparaissait avant que les enquêteurs ne puissent l'intercepter. Officiellement, il fut déclaré mort en 1936, mais aucun corps ne fut jamais retrouvé. Certains croient qu'il vécut sous d'autres identités, continuant à tuer discrètement. D'autres pensent qu'il fut rattrapé par la guerre, anéanti comme ses victimes. Quoi qu'il en soit, les barils de Bellakis demeurent comme des tombeaux d'acier, symbole d'une horreur froide, méthodique et calculée. Le témoignage d'un homme qui transforma la promesse d'amour en piège mortel. Dans les années 90, alors que la Russie post-soviétique sombrait dans le chaos, un nom faisait trembler jusqu'au plus puissant clan du crime organisé, Alexandre Solonik. Surnommé le Super Killer, il était réputé pour son sang-froid absolu, sa précision chirurgicale et sa capacité à manier 2 armes à feu simultanément, une dans chaque main. Né dans les années 60, Solonik fut d'abord policier, mais sa carrière dans les forces de l'ordre fut de courte durée. Il fut renvoyé après une accusation d'agression. Peu après, il entra dans le milieu criminel, d'abord comme simple exécutant, avant de devenir le tueur à gages le plus redouté de Moscou. Son style était unique. Il ne laissait aucune trace, frappait dans des lieux publics bondés et disparaissait avant que quiconque n'ait compris ce qui venait de se passer. Les rumeurs disaient qu'il s'entraînait chaque jour à tirer des 2 mains, qu'il pouvait atteindre une cible mouvante sans jamais manquer et qu'il ne ressentait aucune peur. Entre 1990 et 1994, il élimina plusieurs figures majeures de la mafia russe, parfois même sous contrat de clans rivaux. Mais en 1994, il fut arrêté après un long traquenard et condamné pour plusieurs meurtres. Pourtant, 1 an plus tard, il réussit l'impossible, s'évader d'une prison de haute sécurité, officiellement grâce à un réseau de complices internes. Il s'enfuit en Grèce où il continua son activité, vivant dans une villa fortifiée, entouré de gardes du corps et de luxe. Mais son destin prit fin brutalement en 1997. Retrouvé étranglé, le corps jeté dans une maison abandonnée près d'Athènes. Personne ne revendiqua sa mort.
Pour certains, il avait été trahi par ses anciens employeurs. Pour d'autres, c'était une opération des services secrets russes, craignant qu'il ne parle. Solonik reste aujourd'hui un symbole de cette époque trouble, celle où un seul homme, armé de 2 pistolets et d'un calme absolu, pouvait faire trembler la totalité d'un empire criminel. Entre 1918 et 1919, la ville de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, fut terrorisée par un tueur inconnu que les journaux surnommèrent le tueur à la hache. Ces attaques visaient principalement des familles italo-américaines, souvent des commerçants, qu'il frappait en pleine nuit dans leur propre maison. Le mode opératoire était toujours le même. Le meurtrier forçait l'entrée à l'aide d'un ciseau à bois, tuait ses victimes avec une hache, parfois celles qu'il trouvait sur place, puis disparaissait avant que la police n'arrive. Les scènes de crime étaient d'une violence extrême. Portes fracturées, murs tachés de sang, aucun vol commis. Mais ce qui rendit l'affaire unique fut une lettre envoyée aux journaux, prétendument écrite par le tueur lui-même. Elle était datée du 13 mars 1919. Son contenu glaça la population. « Je suis un démon venu des enfers. La semaine prochaine, à la même heure, je passerai dans la ville. Et je jure par tous les diables que je ne frapperai pas ceux qui feront jouer du jazz. » Cette menace provoqua une réaction inattendue. La nuit venue, toute la Nouvelle-Orléans résonna de musique. Dans les maisons, les bars, les rues, les gens jouèrent du jazz sans interruption, espérant échapper à la mort. Aucun meurtre n'eut lieu cette nuit-là. Puis, le tueur disparut, comme il était venu. Malgré des années d'enquête, aucun suspect n'a jamais été formellement identifié. Certains policiers soupçonnaient un tueur unique, d'autres pensaient une série d'imitateurs. L'affaire du tueur à la hache reste à ce jour l'un des mystères les plus fascinants et les plus inquiétants de l'histoire criminelle américaine. Un assassin invisible, agissant au rythme du jazz, transformant la peur en une étrange symphonie nocturne. Peut-être que déjà, à ce niveau-là de l'iceberg, vous avez été étonné par certaines histoires. Ce n'est pas fini. Nous allons maintenant nous plonger dans des mystères plus contemporains. Des corps retrouvés sans identité, des tueurs impossibles à saisir, des affaires où la science même recule, et qui finit finalement par avouer qu'elle n'a aucune explication. À la fin du 19e siècle, le quartier de Whitechapel à Londres fut le théâtre d'une série de meurtres d'une brutalité inédite. Les victimes étaient toutes des femmes, pour la plupart prostituées, retrouvées atrocement mutilées dans les ruelles les plus pauvres de la ville. L'auteur de ces crimes n'a jamais été identifié. Il est passé à la postérité sous un nom qu'il ne s'est sans doute jamais donné, Jack the Ripper ou en français, Jack l'Éventreur. Le pseudonyme provient d'une lettre reçue par la presse, prétendument écrite par le meurtrier lui-même. Signée de cette appellation, la lettre attisa la fascination du public et cristallisa la peur. Les meurtres attribués à Jack l'Éventreur eurent lieu entre août et novembre 1888. Les 5 victimes dites canoniques sont Mary-Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary Jane Kelly. Chacune fut assassinée selon un mode opératoire d'une précision presque chirurgicale. Gorge tranchée, mutilation interne, prélèvement d'organes. Les enquêteurs, dirigés par l'inspecteur Frederick Aberline, furent confrontés à un défi sans précédent. Les techniques d'investigation de l'époque étaient rudimentaires et les preuves matérielles rares. Les témoignages se contredisaient et la presse alimentait une psychose collective dans tout Londres. De nombreux suspects furent envisagés. Chirurgiens, marins, bouchers ou simples habitants du quartier. Aucun ne fut jamais reconnu coupable. Le tueur, lui, disparut comme il était venu, sans laisser d'indices tangibles derrière lui. Plus d'un siècle plus tard, malgré les progrès scientifiques et les théories innombrables, l'identité de Jack l'Éventreur reste l'une des plus grandes énigmes criminelles de l'histoire. Un meurtrier sans visage, tapi à jamais dans le brouillard de Whitechapel. À la fin des années 60, dans le nord de la Californie, un tueur en série commença à semer la peur parmi la population. Son nom, il se l'était lui-même donné, le Zodiac. Ses crimes, ses lettres et ses énigmes allaient devenir l'un des plus grands mystères criminels du XXe siècle. Le tueur du Zodiac est officiellement tenu pour responsable d'au moins 5 meurtres confirmés, mais il en revendiqua bien davantage. Ses victimes étaient souvent de jeunes couples surpris dans des lieux isolés, des routes de campagne, des parkings discrets, des zones reculées. Il approchait calmement, ouvrait le feu à bout portant, puis disparaissait sans laisser de traces.
Rapidement, il prit contact avec la presse. Dans une série de lettres envoyées aux journaux locaux, il revendiqua les meurtres et joignit des cryptogrammes affirmant que leur déchiffrement révélerait son identité. Certains de ces messages furent effectivement résolus, mais d'autres demeurent indéchiffrables à ce jour. Les lettres étaient rédigées avec une précision dérangeante, mêlant détails que seul le meurtrier pouvait connaître et menaces voilées. Il exigeait que ces messages soient publiés, sans quoi il promettait de continuer à tuer. Le Zodiac cherchait non seulement à tuer, mais à être vu, lu et craint. Malgré des années d'enquête, des centaines de suspects et des milliers d'heures d'analyse, son identité n'a jamais été confirmée. Les théories abondent. Anciens militaires, employés de la presse, tueurs isolés ou collectifs, aucune ne s'est imposée. L'affaire du Zodiac reste l'un des dossiers les plus fascinants et frustrants de l'histoire criminelle américaine. Un meurtrier invisible, érudit, obsédé par les symboles et le contrôle. Un esprit qui transforma le meurtre en message et le message en jeu. Le 29 novembre 1970, dans une vallée isolée près de Bergen, en Norvège, des randonneurs firent une découverte macabre. Le corps d'une femme, partiellement calcinée, allongée parmi les rochers du mont Isdalen. Autour d'elle, les enquêteurs retrouvèrent une scène déroutante. Des bouteilles fondues, un parapluie brisé, une cuillère d'argent gravée MA et une valise contenant plusieurs passeports, tous sous de fausses identités. Les étiquettes de ses vêtements avaient été arrachées, ses empreintes digitales limées, et ses dents réparées selon une technique dentaire rare, utilisée en Europe de l'Est. Les examens médicaux révélèrent qu'elle avait ingéré une dose mortelle de somnifères, mais ces brûlures témoignaient aussi d'un feu allumé après sa mort. Rien ne permettait de comprendre qui elle était, ni ce qu'elle faisait là. L'enquête révéla que la femme avait séjourné dans plusieurs hôtels norvégiens, utilisant à chaque fois un nom différent, toujours sous couvert de voyages d'affaires. Elle parlait plusieurs langues, se comportait avec une rigueur quasi militaire, et avait été vue en compagnie d'hommes étrangers, probablement liés à des services diplomatiques. Très vite, la presse la surnomma l'Isdal Woman, la femme d'Isdal. Certains virent en elle une espionne de la guerre froide, d'autres une contrebandière ou encore une victime d'assassinat qu'on aurait maquillée pour faire croire qu'elle se serait donné la mort. Mais aucun service secret n'admit jamais la connaître. Son visage fut reconstruit à partir de son crâne, diffusé dans toute l'Europe, sans résultat. Aucune famille ne se manifesta, aucun pays ne réclama son corps. Enterré sous une tombe anonyme portant la mention Ken Bar Avgud, soit connue de Dieu seul, la femme d'Isdal reste, plus d'un demi-siècle plus tard, l'un des plus grands mystères criminels de Norvège. Une existence effacée jusque dans la mort, comme si elle n'avait jamais eu pour mission que de disparaître. Le 3 juin 1995, dans le luxueux hôtel Plaza d'Oslo, en Norvège, une femme fut retrouvée morte dans la chambre 2805. Elle s'était enregistrée sous un faux nom, Jennifer Fairgate, et avait payé son séjour en liquide. Aucun passeport, aucune pièce d'identité, aucune empreinte enregistrée. Les étiquettes de ses vêtements, comme dans le cas de la femme d'Isdal, avaient été retirées. Elle avait été découverte allongée sur le lit, une balle logée dans la tête, un pistolet Browning posé à sa droite. La porte était verrouillée de l'intérieur, ce qui amena la police à penser qu'elle s'était elle-même donné la mort. Mais rapidement, les incohérences s'accumulèrent. Il n'y avait aucune trace de poudre sur ses mains. La balle retrouvée dans sa tête ne correspondait pas parfaitement à l'arme à ses côtés. Et surtout, la clé électronique de la chambre avait mystérieusement disparu, sans qu'aucune autre ne soit utilisée pour sortir. La femme n'avait aucun bagage identifiable, aucun effet personnel. Dans le minibar, chaque bouteille avait été vidée ou déplacée. Et sur le sol de la salle de bain, un impact de balle dans le lavabo, preuve d'un premier tir volontairement dissimulé. Les enquêteurs découvrirent par la suite qu'une clé de chambre d'un hôtel de Francfort se trouvait dans ses affaires, suggérant qu'elle voyageait souvent sous différents alias. Certains virent dans son profil celui d'une agent de renseignement impliquée dans des échanges confidentiels en Europe, peut-être dans une opération qui aurait mal tourné. Malgré les analyses ADN, les recherches d'Interpol et les portraits diffusés dans toute l'Europe, aucune correspondance ne fut jamais trouvée. L'affaire fut classée, mais les enquêteurs eux-mêmes restèrent sceptiques. Aucune trace d'empreinte, aucune origine, aucun passé. Une femme entrait à l'hôtel sous un faux nom et sortit de ce monde sans en laisser un seul vrai. Le 1er décembre 1948, sur la plage de Somerton, près d'Adélaïde en Australie, un passant découvrit le corps d'un homme allongé contre la digue. Il portait un costume impeccable, des chaussures cirées, mais aucun document d'identité. Les étiquettes de ses vêtements avaient été découpées avec soin, et aucun objet personnel ne permit de savoir qui il était. L'autopsie révéla un fait troublant, aucune cause de mort évidente, aucun signe de violence, aucun poison détectable, aucune blessure interne. L'homme semblait simplement s'être arrêté de vivre. Dans une poche cachée de son pantalon, les enquêteurs trouvèrent un petit morceau de papier soigneusement roulé.
On y lisait deux mots en persan, Tamam Shud, signifiant c'est terminé ou fini. Cette phrase provenait d'un recueil de poèmes médiévaux, le Rubaiyat d'Omar Khayyam. Les enquêteurs parvinrent à retrouver un exemplaire du livre, retrouvé dans une voiture abandonnée, non loin de là. À l'intérieur, la dernière page manquait, exactement celle où figuraient les mots Tamam Shud. Sur la couverture, des codes chiffrés et un numéro de téléphone avaient été griffonnés. Le numéro appartenait à une jeune femme vivant à proximité, mais son lien avec le défunt resta obscur. Les analyses toxicologiques, les portraits robots, les comparaisons ADN, rien ne permit de déterminer son identité. Certains soupçonnèrent un agent secret, victime d'un empoisonnement indétectable. D'autres y virent une mise à mort soigneusement mise en scène, voire une affaire d'espionnage liée à la guerre froide. Des décennies plus tard, l'affaire fut rouverte à plusieurs reprises. Même les avancées de la génétique moderne ne permirent pas de trancher complètement sur son identité, bien que des pistes récentes évoquent un homme du nom de Carl Webb. Mais pour la mémoire collective, il reste le Somerton Man, un inconnu vêtu avec élégance, mort sans raison apparente, tenant dans sa poche un message final, Tamam Shud, c'est terminé. Le 31 août 2004, derrière un restaurant Burger King de Richmond Hill, en Géorgie, un employé découvrit un homme nu, inconscient, couvert de piqûres d'insectes et de brûlures de soleil. Il respirait faiblement, il ne portait aucun document et lorsqu'il se réveilla, il ne savait ni qui il était, ni d'où il venait. À l'hôpital, il déclara s'appeler Benjamin Kyle, un prénom choisi par nécessité car aucune mémoire ne lui revenait. Il semblait avoir une cinquantaine d'années, parlait un anglais parfait, connaissait les États-Unis mais rien de personnel, pas un visage, pas un souvenir d'enfance. Pas un nom. Ses empreintes digitales ne correspondaient à aucun fichier. Son ADN ne donnait aucun résultat, aucun dossier médical, aucune trace dans les registres civils. C'était comme si Benjamin Kyle n'avait jamais existé. Pendant plus d'une décennie, des enquêteurs, journalistes et généticiens tentèrent de résoudre son mystère. Des tests ADN furent comparés à des milliers de profils à travers le pays. Rien. Il devint une énigme vivante. Le symbole des oubliés de l'administration, l'homme sans identité légale. En 2015, un juge finit par lui accorder un nouveau numéro de sécurité sociale reconnaissant officiellement son existence. Peu après, grâce au progrès de la généalogie génétique, on parvint enfin à identifier sa véritable famille biologique. Mais lui-même avoua ne ressentir aucun lien avec cette ancienne vie. Pour lui, l'homme qu'il avait été avant 2004 était mort ce jour-là. Benjamin Kyle vit désormais sa nouvelle identité en paix avec l'inconnu. Son histoire reste un cas rare, celui d'un humain effacé du monde, puis recréé à partir du néant. Au cours des années 40, la petite ville de Mattoon, dans l'Illinois, fut secouée par une série d'événements aussi étranges qu'inquiétants. Les habitants affirmèrent avoir été attaqués, la nuit, par un individu invisible qui diffusait un gaz paralysant dans leur maison. Les témoignages se ressemblaient. Une odeur chimique, parfois sucrée, envahissant la pièce. Peu après, les victimes ressentaient des vertiges, des nausées, des engourdissements, voire une incapacité à bouger. Certains disaient avoir aperçu, dans la pénombre, une silhouette mince vêtue de noir, disparaissant avant qu'on ait pu la suivre. La panique gagna la ville. La police reçut des dizaines de signalements en quelques jours. Les journaux parlèrent d'un gazeur fou, le Mad Gasser of Mattoon. Des patrouilles furent mises en place, mais aucune arrestation ne survint, aucune preuve tangible, aucun indice exploitable. Les analyses chimiques ne révélèrent rien, aucun dispositif de pulvérisation ne fut trouvé, ni trace de substance dans les maisons. Devant l'absence de résultats, certains experts évoquèrent une crise d'hystérie collective amplifiée par la peur et les rumeurs. Mais tous ne furent pas convaincus. Certains habitants assurèrent que leurs symptômes étaient réels, qu'ils avaient senti le gaz brûler leur gorge, que leurs animaux avaient été affectés. Des policiers eux-mêmes affirmèrent avoir respiré une odeur étrange sur les lieux. Puis soudainement, tout cessa. Plus aucun cas, plus aucun signalement. Le gazeur fou s'était volatilisé, laissant derrière lui une ville traumatisée et un mystère jamais élucidé. Personne ne sut s'il avait réellement existé ou si Mattoon avait simplement été victime d'une peur devenue contagieuse. Dans la nuit du 18 mars 1990, deux hommes déguisés en policiers se présentèrent aux portes du musée Isabella Stewart Gardner à Boston. Prétextant une urgence, ils convinrent le gardien de les laisser entrer. Quelques minutes plus tard, les deux agents de sécurité étaient neutralisés, ligotés au sol. Le cambriolage pouvait commencer. Pendant plus d'une heure, les voleurs arpentèrent les galeries du musée. Ils découpèrent 13 œuvres majeures de leur cadre, dont les toiles de Rembrandt, Vermeer, Degas et Manet. La valeur totale du butin est estimée à plus d'un demi-milliard de dollars. Les cadres vides, toujours accrochés au mur aujourd'hui, sont les témoins muets de cette nuit. Aucun des systèmes d'alarme ne fut déclenché, les caméras éteintes, les voleurs connaissaient manifestement les lieux
et les procédures. Ils quittèrent le bâtiment sans laisser la moindre trace exploitable. Le FBI ouvrit une enquête d'une ampleur exceptionnelle. Plusieurs pistes furent explorées. Des mafieux de Boston, des trafiquants d'art européens, voire une opération montée pour servir de monnaie d'échange dans d'autres affaires criminelles. Mais rien n'aboutit. Les années passèrent, aucun tableau ne fut retrouvé. Les récompenses offertes pour leur restitution n'ont jamais permis de faire avancer l'affaire. Et aujourd'hui encore, les 13 œuvres manquantes sont considérées comme les plus recherchées au monde. Et le musée, resté inchangé depuis cette nuit, conserve volontairement les cadres vides à l'endroit exact où elles étaient accrochées, comme une plaie ouverte dans l'histoire de l'art. Un vol exécuté sans violence, sans témoin, sans trace et sans aucune erreur apparente. En février 1957, à Philadelphie, un ouvrier découvrit un carton abandonné dans un terrain vague le long de Susquehanna Road. À l'intérieur se trouvait le corps d'un jeune garçon nu, enveloppé dans une couverture écossaise. Son âge fut estimé entre 4 et 6 ans. L'enfant présentait de multiples ecchymoses, des cicatrices anciennes et des signes évidents de malnutrition. Ses cheveux avaient été récemment coupés, peut-être après sa mort, et aucune trace de vêtements ou d'objets personnels ne fut retrouvée à proximité. Tous les indices d'identification, empreintes digitales, dentition, ADN furent analysés, sans résultat. Aucun dossier, aucun signalement d'enfant disparu ne correspondait. La presse le surnomma « l'enfant inconnu d'Amérique ». Des milliers d'enquêteurs, de policiers, de volontaires et même de médiums se penchèrent sur le mystère. Les hypothèses se succédèrent. Maltraitance familiale, trafic d'enfants, tentative d'adoption ratée, meurtre accidentel dissimulé. Aucune ne put être confirmée. L'affaire fut régulièrement rouverte au fil des décennies, à mesure que la science progressait. Des techniques modernes comme la reconstruction faciale, l'analyse isotopique ou la généalogie génétique furent utilisées sans succès décisif. L'enfant demeurait sans nom, sans histoire, sans passé. Le carton dans lequel il fut trouvé avait contenu autrefois un berceau vendu dans un grand magasin local. Mais même cette piste, minutieusement suivie, ne mena nulle part. Plus d'un demi-siècle après la découverte, le mystère reste entier. Le garçon dans la boîte est devenu le symbole tragique des victimes anonymes, celles que le monde oublie avant même de les connaître. Un enfant sans nom, retrouvé dans le silence d'une clairière que personne n'est jamais venu réclamer. On quitte maintenant l'énigme humaine, si on peut dire ça comme ça. On va maintenant voir le cas de personnes qui ont pu survivre à l'impossible. D'autres qui ont concrètement défié la mort, et encore d'autres cas, bien sûr, qui n'ont jamais trouvé d'explication. D'ailleurs même encore aujourd'hui, avec des outils modernes. Shanti Devi naquit le 11 décembre 1926 à Delhi, en Inde. Jusqu'à l'âge de 4 ans, elle mena une vie ordinaire, jusqu'au jour où elle commença à parler d'une existence qui ne semblait pas être la sienne. Elle affirmait se souvenir d'une autre ville, Mathura, et d'un autre nom, Lugdi Devi. Selon ses dires, Lugdi avait été mariée à un homme appelé Kedarnas et était morte 11 ans plus tôt en donnant naissance à un fils. Shanti décrivait avec précision saisissante la maison de cette femme, les membres de sa famille, les rues du quartier jusqu'à des détails intimes que seul le mari de Lugdi aurait pu connaître. Les récits de Shanti intriguèrent les voisins, puis les enseignants, et finirent par attirer l'attention des autorités locales. Une enquête officielle fut ouverte, soutenue par des figures publiques dont Mahatma Gandhi lui-même. Des témoins furent réunis pour vérifier les affirmations de l'enfant. Conduite à Mathura, Shanti reconnut le mari de sa vie passée parmi plusieurs inconnus et identifia sans hésiter la maison où elle affirmait avoir vécu. Les descriptions qu'elle donna de l'intérieur, des objets et même des conversations privées furent jugées exactes. Elle s'adressa à l'homme en utilisant des surnoms personnels connus seulement du couple. Tous les détails concordaient avec l'histoire de Lugdi Devi, morte 11 ans avant la naissance de Shanti. Des chercheurs et médecins, dont le docteur Ian Stevenson, spécialiste des phénomènes de réincarnation, étudièrent longuement le cas. Certains y virent une preuve tangible de la continuité de la conscience après la mort. D'autres avancèrent des explications rationnelles, mémoire cryptique, coïncidence ou influence inconsciente des adultes. Mais rien ne put expliquer totalement la précision de ses souvenirs. Jusqu'à sa mort, Shanti Devi a maintenu fermement la même version des faits. Aujourd'hui encore, son histoire demeure l'un des cas les plus documentés de prétendues réincarnations, un mystère à la frontière entre la science, la mémoire et l'inexplicable. Né en 1929 dans l'état de Gujarat, en Inde, Prahlad Jani, que ses fidèles appelaient Mataji, affirma avoir vécu plus de 70 ans sans boire ni manger. Une déclaration impossible selon toute logique biologique, mais qui attira l'attention
du monde entier. Selon son récit, à l'âge de 8 ans, il aurait reçu la bénédiction d'une déesse hindoue qui lui aurait accordé le pouvoir de vivre sans nourriture ni eau. Depuis ce jour, affirmait-il, il se nourrissait uniquement de la lumière du soleil. Il se nourrissait uniquement de la lumière du soleil et de la grâce divine. En 2003, une équipe médicale indienne décida de vérifier ces dires. Prahlad Jani fut placé en observation continue pendant 10 jours dans un hôpital militaire sous surveillance vidéo et médicale. Pendant toute la durée de l'expérience, il ne consomma ni nourriture, ni eau et ne présenta aucun signe de déshydratation. Les médecins constatèrent que son organisme semblait fonctionner normalement, mais incapable d'expliquer le phénomène, ils conclurent que le mystère demeurait entier. En 2010, une seconde étude encore plus stricte fut menée à l'hôpital Sterling d'Ahmedabad. Cette fois, Jani fut observé pendant 15 jours. Là encore, il ne mangeait ni ne but, et son corps conserva des fonctions vitales stables. Les chercheurs restèrent interdits, aucun être humain ne peut survivre plus de quelques jours sans eau. Certains scientifiques évoquèrent une supercherie soigneusement organisée, d'autres une anomalie physiologique unique, voire une forme extrême de méditation yogique. Mais pour ses disciples, il était une preuve vivante du pouvoir de l'esprit sur le corps. Prahlad Jani s'éteignit en 2020, à l'âge de 90 ans, sans qu'aucune explication n'ait jamais pu trancher entre le miracle et l'imposture. Un homme qui, selon ses propres mots, n'avait pas besoin de manger pour vivre, mais seulement de croire pour exister. Née en 1898 dans le petit village de Konnersreuth en Bavière, Thérèse Neumann menait une vie simple jusqu'à ce qu'un incendie en 1918 la laisse presque aveugle et paralysée. Elle affirma que sa guérison fut miraculeuse, survenue le jour de la canonisation de Thérèse de Lisieux. Mais ce n'était que le début. Quelques années plus tard, alors qu'elle priait, elle déclara ressentir une douleur intense au front, puis aux mains et aux pieds. Peu à peu apparurent sur sa peau des plaies sanglantes, semblables à celles du Christ crucifié. Chaque vendredi, les blessures se rouvraient, et Thérèse tombait dans une transe mystique durant laquelle elle revivait la passion du Christ, décrivant chaque instant avec une précision bouleversante. Les médecins et prêtres venus l'observer ne comprenaient pas. Ses plaies saignaient abondamment, mais elle refusait toute nourriture et affirmait ne se nourrir que de la Sainte Communion. Pendant des années, elle ne but ni ne mangea, sans perdre ni poids ni vitalité apparente. Les autorités religieuses se divisèrent. Certains la considéraient comme stigmatisée par la grâce divine, d'autres soupçonnaient un phénomène psychologique, voire une autosuggestion extrême. Des observateurs affirmaient l'avoir vue en extase, les yeux fixés dans le vide, parlant araméen, langue qu'elle n'avait jamais apprise. Jusqu'à sa mort, en 1962, Thérèse Neumann demeura une énigme. Elle fut examinée par des médecins, surveillée par des prêtres, interrogée par des sceptiques, mais jamais démasquée. Pour les croyants, elle portait en elle la souffrance du Christ. Pour les autres, elle incarnait la puissance du mystère humain, là où la foi et le corps se confondent. Et dans son petit village bavarois, on raconte encore qu'à certaines heures du vendredi, le vent semble porter un murmure, celui d'une femme priant, et d'un sang qui coule, sans jamais s'arrêter. Le 19 février 1994, à l'hôpital général de Riverside en Californie, une patiente de 31 ans fut admise aux urgences. Son nom, Gloria Ramirez. Elle souffrait d'un cancer du col de l'utérus en phase terminale et son état s'était brusquement aggravé. Mais à peine les médecins commencèrent-ils à la traiter que quelque chose d'inexplicable se produisit. Une odeur étrange se dégageait de son corps, un mélange de fruits, d'ail et de produits chimiques. Un film huileux recouvrait sa peau. Puis, un à un, les membres du personnel médical commencèrent à se sentir mal. Des infirmières s'évanouirent, d'autres furent prises de nausées violentes, de brûlures aux yeux et à la gorge et de spasmes musculaires. L'urgence fut évacuée. Ramirez, laissée seule un instant, entra en arrêt cardiaque et fut déclarée morte peu après. Les analyses toxicologiques ne révélèrent rien d'anormal. Pourtant, 23 membres du personnel médical furent hospitalisés à la suite de cette exposition. Les autorités déclenchèrent une enquête chimique complète, allant jusqu'à examiner la salle, les équipements et les échantillons biologiques. Les premières hypothèses évoquèrent une contamination accidentelle, peut-être un médicament mal combiné à une substance utilisée dans le traitement du cancer. D'autres théories, plus étranges, suggèrent que le corps de Ramirez aurait libéré un gaz toxique, résultat d'une réaction chimique interne entre des produits médicaux et un composé soufré présent dans son organisme. Aucune conclusion définitive ne fut jamais donnée. L'affaire fut classée, faute d'explication vérifiable. Depuis, Gloria Ramirez est surnommée The Toxic Lady, la femme dont le corps empoisonna ceux qui tentaient de la sauver. Un mystère médical jamais résolu, à la frontière entre la science et l'inconcevable.
Né en 1899 en Pologne, Wolf Messing fut un homme que l'on disait capable de lire dans les pensées. Ses dons présumés de télépathie, de clairvoyance et d'hypnose lui valurent une renommée considérable à travers l'Europe bien avant qu'il ne devienne une légende de l'Union soviétique. Issu d'une famille juive modeste, Messing quitta très tôt son foyer et commença à se produire dans des foires et des théâtres, démontrant sa capacité à deviner les objets cachés, à influencer les choix des spectateurs ou à retrouver des sommes d'argent dissimulées. Ses performances défiaient toute explication rationnelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il échappa à la persécution nazie et rejoignit l'URSS. C'est là que sa réputation prit une tournure politique. On raconta que Staline lui-même avait entendu parler de ses dons et décida de le mettre à l'épreuve. Selon la légende, Staline lui aurait ordonné d'entrer dans une banque d'État sans autorisation ni argent et d'en ressortir avec une somme conséquente. Messing se serait exécuté et aurait réussi simplement en convainquant le caissier par la pensée qu'il présentait un ordre signé du dirigeant soviétique. Dès lors, il devint une figure à la fois crainte et fascinante. On disait qu'il pouvait prédire les événements politiques, qu'il avait pressenti la défaite d'Hitler et qu'il utilisait ses talents pour aider à retrouver des personnes disparues. Mais ses prétendus pouvoirs attirèrent aussi le scepticisme. Certains scientifiques soviétiques tentèrent de le discréditer, affirmant qu'il s'agissait d'un illusionniste génial, un manipulateur du subconscient humain. Messing, lui, resta évasif. Il ne révéla jamais ses méthodes, se contentant d'affirmer que la pensée humaine émettait un champ qu'il savait capter. Jusqu'à sa mort, en 1974, il demeura une énigme. Prophète pour certains, escroc pour d'autres, un homme entre science et mysticisme qui aurait su percer le secret le plus jalousement gardé de tous, celui de l'esprit humain. Au XVIe siècle, dans l'Angleterre élisabéthaine, un homme du nom d'Edward Kelly attira l'attention de la cour et des érudits. On disait de lui qu'il communiquait avec les anges, qu'il transmutait le plomb en or et qu'il détenait le secret de l'élixir de vie. Kelly, également connu sous le nom de Edward Talbot, rencontra le célèbre mathématicien et mage John Dee, conseiller spirituel de la reine Élisabeth Ier. Leur collaboration allait devenir l'une des plus étranges de l'histoire de l'occultisme. Kelly affirmait être un médium capable d'interagir avec des entités célestes à travers une pierre noire, une surface polie, appelée Shoestone. Pendant que Dee notait les paroles, Kelly transmettait les messages des anges rédigés dans une langue inconnue qu'il nommait l'Enochien, un langage prétendument antérieur à celui des hommes. Les révélations dictées à travers Kelly formaient des textes d'une complexité stupéfiante. Alphabet, rituels, vision du monde céleste et prophétie, mais malgré ces communications mystiques, les deux hommes vivaient dans le doute, oscillant entre foi et manipulation. Car Kelly n'était pas un saint. Avant sa rencontre avec Dee, il avait été condamné pour contrefaçon et forgerie, ses oreilles coupées en signe de châtiment. Certains contemporains le considéraient comme un charlatan opportuniste, exploitant la crédulité de Dee pour obtenir richesse et statut. Leur relation se dégrada lorsque Kelly affirma qu'un message divin exigeait qu'ils partagent leurs épouses pour accomplir la volonté des anges. L'expérience brisa leur lien. Kelly quitta Dee et poursuivit seul ses expériences alchimiques, cherchant à transformer le métal en or pour les princes d'Europe. En 1591, il fut emprisonné à Prague par l'empereur Rodolphe II qui espérait obtenir de lui la formule de la pierre philosophale. Kelly mourut en captivité en 1597 après avoir tenté de s'évader. Était-il un imposteur brillant, un visionnaire fou ou un véritable alchimiste? L'histoire n'a jamais tranché, mais son nom reste lié à celui de John Dee, comme l'ombre d'un miroir, un reflet trouble entre science et sorcellerie. Au cœur de la guerre froide, un homme œuvrait dans le secret des laboratoires de la CIA. Son nom, Sidney Gottlieb. Chimiste de génie, patriote convaincu, mais surtout architecte du projet le plus sinistre jamais conçu par une agence gouvernementale, MK-Ultra. Né en 1918, Gottlieb entra à la CIA dans les années 1950. Sa mission, explorer toutes les méthodes possibles pour contrôler l'esprit humain. Sous son autorité, des expériences d'une cruauté scientifique furent menées sur des milliers de sujets, souvent à leur insu. Il fit administrer du LSD à des soldats, des prisonniers, des patients psychiatriques et même à ses propres collègues afin d'observer leurs réactions. On expérimenta aussi la privation sensorielle, l'hypnose, les chocs électriques et les manipulations psychologiques extrêmes dans l'espoir de reprogrammer la conscience humaine. Avant cela, Gottlieb avait déjà travaillé sur des poisons destinés à des assassinats politiques. Il aurait conçu l'arme utilisée dans l'assassinat de Léon Trotsky, un pic à glace empoisonné. Mais sous MK-Ultra, il franchit un seuil moral encore jamais exploré. Les innocents furent détruits psychologiquement, certains jusqu'à la folie, d'autres jusqu'à la mort.
L'homme, paradoxalement, menait une vie simple. Végétarien, apiculteur, vivant dans une cabane, adepte de la méditation. Un contraste glaçant entre sa douceur apparente et les ravages qu'il orchestrait depuis les coulisses du pouvoir. Lorsque le scandale éclata dans les années 70, les archives de MK Ultra furent en grande partie détruites sur son ordre. Les rares documents survivants ne révélèrent qu'une fraction de ce qui s'était réellement produit. Gottlieb prit sa retraite en 1972 et se retira dans une ferme reculée, loin du tumulte qu'il avait contribué à créer. Il mourut en 1999, emportant avec lui les secrets d'expérience dont les victimes ne connurent jamais les raisons. Un homme qui chercha à transformer la psyché humaine en arme et qui prouva peut-être que le véritable contrôle de l'esprit est celui qu'on perd en voulant le posséder. À la fin du XVIIIe siècle, dans la France révolutionnaire, vécut un homme que la médecine peine encore à comprendre. Tarare, né près de Lyon vers 1772. Il souffrait d'un appétit hors du commun, une faim si dévorante qu'aucune quantité de nourriture ne semblait pouvoir le rassasier. Dès l'enfance, il dévorait des repas entiers pour 4 personnes. À l'adolescence, il mangeait des pierres, des animaux vivants et même des ordures. Son ventre se gonflait jusqu'à paraître difforme, puis retombait, vide comme un sac de peau flasque. Son haleine était fétide, sa sueur nauséabonde et sa température corporelle anormalement élevée. Rejeté par sa famille, Tarare rejoignit des troupes itinérantes où il se produisit dans les foires en avalant des serpents, des chats et des paniers entiers de pommes. Le public oscillait entre fascination et dégoût. Mais c'est pendant la guerre de la première coalition que son cas prit une tournure plus sinistre. Engagé dans l'armée française, son comportement attira l'attention des officiers. Il dévorait les rations de plusieurs soldats, fouillait les tas d'ordures et chassait les chiens errants pour se nourrir. Des médecins militaires intrigués décidèrent de l'étudier. Ils découvrirent qu'il possédait un système digestif anormalement dilaté, capable d'ingérer d'énormes volumes. L'armée, fascinée par son attitude à avaler tout objet, et décida de l'utiliser comme agent secret. Tartare devait transporter des messages cachés dans son estomac, avalant les documents pour les restituer plus tard. Mais lors d'une mission, il fut capturé par les Prussiens. Soupçonné d'espionnage, torturé, il avoua sa méthode et fut relâché à moitié mort. De retour en France, son obsession pour la chair devint plus sombre. Les rumeurs évoquent des vols de cadavres à l'hôpital et la disparition d'un enfant de 14 mois qui conduisit les médecins à l'expulser. Rongé par la tuberculose, Tarare mourut en 1798 à 26 ans. À l'autopsie, son corps était déformé, son estomac occupant presque toute la cavité abdominale. Les médecins ne trouvèrent aucune explication claire à son état. Tarare reste l'un des plus grands mystères médicaux de l'histoire. Un homme dont la faim semblait ne pas venir du corps, mais de quelque chose de plus profond, comme si le vide qu'il portait en lui ne pouvait jamais être comblé. Parmi les bizarreries médicales les plus déroutantes de l'histoire, il en est une qui semble défier la logique du corps humain, celle d'Adam Rainer, l'unique homme connu pour avoir été à la fois nain et géant. Adam est né en 1899 à Grasse dans l'Empire austro-hongrois. Durant toute son enfance, il resta extrêmement petit. À l'âge de 18 ans, il ne mesurait que 1,18 m et fut officiellement diagnostiqué comme nain. Lorsqu'il tenta de s'enrôler dans l'armée, on le refusa 2 fois. Trop fragile, trop chétif, trop petit. Mais quelque chose changea. Vers 21 ans, son corps commença à se transformer. D'abord lentement, puis de manière fulgurante. Ses os s'allongeaient, sa mâchoire se déformait, ses mains et ses pieds grandissaient de manière anormale. En quelques années, il dépassa 2,18 m. Les médecins comprirent alors qu'il souffrait d'une tumeur de l'hypophyse provoquant une surproduction d'hormones de croissance, une maladie appelée acromégalie. Mais dans le cas de Rainer, cette mutation semblait presque naturelle. Un homme passé, littéralement, d'un extrême à l'autre. Sa croissance incontrôlée déforma son squelette, l'écrasa lentement sous son propre poids. Son dos se courba, sa vue se troubla, ses articulations se brisèrent une à une. Vers la fin de sa vie, il était alité en permanence, son corps tordu, presque difforme. Adam Rainer mourut en 1950 à l'âge de 51 ans. Sa taille finale, 2,34 m. Son squelette, aujourd'hui conservé au musée d'histoire naturelle de Vienne, reste une énigme médicale unique. Le seul cas connu où la nature a inversé ses propres lois, où un homme a vécu dans 2 corps opposés, comme si son existence elle-même refusait de choisir entre le minuscule et le monstrueux. Mesdames et messieurs, on en a fini pour cet iceberg. Alors il y a encore plein de personnalités qui pourraient être traitées dans ce genre de vidéo. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas et que vous souhaitiez peut-être voir un iceberg épisode 2 sur ce sujet, dites-le moi en commentaire, ce sera avec grand plaisir parce que bon, dans ma liste que j'avais, il y avait énormément de noms. Je pouvais pas faire une vidéo avec
tout le monde et puis ce serait presque une liste infinie. Donc j'ai dû choisir, mais il y a plein d'autres histoires intéressantes. Donc si vous voulez que j'en fasse une autre vidéo, dites-le moi, comme ça je mettrai ça sur mon petit calendrier. De toute manière, le sujet m'intéressant, il est possible que de moi-même j'en refasse une, mais si vous me dites que vous appréciez particulièrement ça, mon but aussi c'est de vous faire plaisir, donc je m'y attellerai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram HakenTV, je vous attends nombreux là-bas. J'espère avoir réussi dans cette vidéo à vous apprendre peut-être une ou plusieurs choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo à mes côtés. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Haken. Salut!